bienvenue sur la place des achats du salon Graphitech TV. Donc aujourd'hui, je suis à titre personnel ravi qu'on ait pu monter une conférence sur le thème des achats responsables. Et donc je suis ravi d'accueillir donc aujourd'hui sur ce plateau trois intervenants de renom, à savoir donc Dominique Scalia, président de l'Observatoire Commedia, qui va représenter donc les acheteurs publics, Dominique Burnel, responsable RSE chez Gutenberg Networks, et Olivier Demiras, donc, qui travaille à la mission achat du ministère de la Défense. Et moi-même, donc Christophe Delab, point 44, qui va représenter donc la filière graphique et notamment sur la partie imprimerie. Donc encore une fois, à terme, je suis vraiment très heureux qu'on ait pu monter cette conférence parce que les achats responsables, bien souvent, on dit oui, il y a des choses qui se font, mais c'est quand même pas terrible. Et on va essayer de vous apporter la preuve et la démonstration cet après-midi qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font. La filière graphique, je le rappelle, elle est quand même très avancée en matière de développement durable et de politique RSE. On ne cesse d'innover pour imprimer toujours mieux. Cela étant, le pilier économique reste fragile. On a une baisse des volumes imprimés, on a une offre manifestement qui est très supérieure à la demande et qui conduit à une érosion des prix, trop souvent au-delà du raisonnable. Dans ce contexte, il y a des raisons de croire que les politiques RSE, dont la vocation, je le rappelle, est de créer une économie intelligente et créatrice d'emplois dans les territoires, apporte plus qu'une lueur d'espoir à la filière. Voilà cette petite introduction. Avant de passer la parole à nos invités, je voulais aussi rappeler le contexte, ce que voulait dire finalement achat responsable. Et si on reprend la définition de l'OPSAR, c'est tout achat intégrant dans un esprit d'équilibre entre parties prenantes des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social et du développement économique. L'acheteur recherche l'efficacité, l'amélioration de la qualité des prestations et l'optimisation des coûts globaux, immédiats et différés au sein d'une chaîne de valeur et en mesure l'impact. Moi, je l'adore cette définition parce qu'effectivement, elle est vraiment pleine de bon sens. Alors, pour entrer dans le concret, quel changement dans la pratique? Et j'ai envie de commencer par chez Gutenberg Networks. Comment ça se passe chez vous? Alors, chez Gutenberg Networks, donc agence de production publicitaire, je dirais on a la double casquette. La casquette client, c'est-à-dire on va être effectivement client de prestataires fournisseurs en termes d'achat papier, d'imprimé, de transport, de logistique et d'applications digitales. Et puis on va être aussi confronté, si je puis dire, à des clients, des donneurs d'ordre, acheteurs, qui vont nous interroger dans le cadre d'appels d'offres ou dans le cadre d'opérations plus ponctuelles. J'inclus donc tout ça dans un esprit de filière de la communication, puisque je pense qu'effectivement, étant maître d'œuvre de la chaîne graphique, on s'inscrit dans une filière globale de la communication, et c'est ça qui est important. Quand j'ai fait mon service militaire, on m'a appris une chose, on m'a dit la solidité d'une chaîne, c'est la solidité de son plus faible maillon. J'ai fait mon service militaire dans le génie, hein. J'ai pas fait exprès. J'ai pas choisi. Et ça, je pense que c'est important parce que la fragilité d'un des maillons de la chaîne de production va poser des problèmes par rapport à toute la filière. Donc c'est-à-dire qu'en fait, et c'est une façon de travailler que l'on s'est fixé chez Gutenberg Networks, dans le cadre d'un certain nombre de façons de travailler, de process, de méthodes, et dans le cadre aussi de la médiation de la relation interentreprise, c'est justement de respecter tous les interlocuteurs que l'on peut avoir dans cette filière, et non pas avoir une politique qui serait une politique finalement suicidaire, qui consisterait à aller forcément chercher le prix le moins cher ou lancer des négociations après qu'un contrat a été bien défini, bien établi. On le fait effectivement dans le respect de contractualisations qui sont claires, définies, précises et pas forcément une chasse systématique au prix. Ceci dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Qu'attendent les acheteurs de nos clients, qu'attendent les donneurs d'ordre? Il y a l'aspect prix qui reste prédominant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il faut faire la chasse, je dirais, inculquer les bonnes pratiques et éduquer, je dirais, la pratique d'achat auquel on peut être confronté.
Donc on fait, je dirais, la chasse à la fragilisation de toute cette chaîne de production. Donc moi j'ai noté quelques points sur lesquels on doit renforcer et consolider la filière. Bon, c'est effectivement la LME, qui est un élément déterminant par rapport à la relation entre acheteurs et fournisseurs. Donc ça, je précise qu'il s'agit du respect des délais de règlement. Voilà, du respect des délais de règlement. Quelque chose auquel on est très vigilant, parce que je refais un point avec la DAF de chez nous, chez Gutenberg Networks, et on a des délais de règlement qui ont énormément progressé ces dernières années, puisqu'en 2011, on était plutôt mauvais élèves sur le sujet, et nos fournisseurs nous l'avaient dit dans le cadre de nos conventions fournisseurs. Aujourd'hui, on peut dire que nos clients nous payent sur un délai moyen en 2012, sur un délai moyen de 44 jours, et nous payons nos fournisseurs sur un délai moyen de 41 jours. Donc on a fait un progrès considérable par rapport à ce qui existait précédemment, notamment aussi parce qu'il y a eu la mise en place chez nous d'un système d'ERP qui a permis de dématérialiser tout l'aspect facture, bon de commande, devis, donc qui facilite de façon considérable le transit des éléments et donc les délais de réaction par rapport à ça. Donc, point important, la LME, je dirais aussi la négociation amont, c'est-à-dire que ce soit clair dans le cadre contractuel vis-à-vis de nos clients et des donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une relation contractuelle où tout est défini dès le départ en termes d'objectifs, en termes de KPI, c'est-à-dire qu'on s'inscrive dans une relation de longue durée et une relation de fidélisation, parce qu'il n'y a qu'en travaillant ensemble sur une démarche à long terme qu'on pourra effectivement progresser. Donc j'ai noté comment progresser, c'est la massification, ça nous permet d'optimiser, bien sûr dans le cadre des contrats et des conditions générales d'achat vis-à-vis de nos fournisseurs, et surtout sur ce point de la relation, de la charte de relations interentreprise, dans le point de la charte de médiation interentreprise, dès qu'on est dans des aspects de différents à régler. Ce qui amène forcément au sujet plus global de la RSE, des achats durables, et comment ces achats durables s'inscrivent dans cette démarche de la RSE. Alors, on se situe, nous, dans un contexte qui est un contexte de filiale de groupe américain, donc on est déjà, je dirais, dans une déontologie et une éthique de groupe très marquée qui est le groupe Omnicom, c'est-à-dire une position très ferme en ce qui concerne l'aspect corruption, et puis une condition très ferme de la loi Sarbanes-Oxley qui est appliquée sur les sociétés américaines et leurs filiales. Donc, quand je parle de RSE, je dirais je suis content qu'on parle de RSE parce qu'on a quitté le côté développement durable qu'on pouvait évoquer il y a quelques années, avec tous ses défauts, je dirais, l'aspect vernis développement durable, l'aspect greenwashing, etc. Aujourd'hui, on travaille sur des vrais sujets, et je tiens notamment à souligner l'importance que peuvent avoir les certifications, les labels qui sont mis en place par rapport à ces sujets. C'est-à-dire l'ISO 14001 dans le cadre des imprimeries ou l'aspect ISO 26000 sur lequel tout le monde travaille, etc. C'est-à-dire, le premier point, c'est que c'est une preuve et une garantie, je dirais, pour des annonceurs, des donneurs d'ordre, de l'engagement de l'entreprise par rapport à la RSE. Alors ces certifications, est-ce que ça peut faire partie d'une discrimination pour le coup positive et du coup encourager les imprimeurs à aller dans ces démarches-là? Alors, moi je dis tout à fait, parce que on est aujourd'hui systématiquement appelé, lorsqu'on répond à des appels d'offres, à travailler ce volet RSE. Aujourd'hui, il y a des vraies questions concrètes qui sont posées dans les appels d'offres, par les annonceurs, sur la RSE dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle représente? Comment on gère le handicap? Comment on gère la GPEC, c'est-à-dire la gestion des compétences et l'évolution des compétences dans l'entreprise? Donc un certain nombre de questions de fond par rapport à la RSE.
Et en plus, je pense que ces démarches de certification permettent de s'interroger sur nos pratiques, et ça c'est important. Ça permet aussi d'être dans un processus de les analyser et de les rendre plus performantes. Et ensuite, se poser la question d'une certification, c'est, je dirais, piloter le changement, c'est-à-dire aller vers cette certification, ça donne des clés pour piloter le changement. D'accord. C'est bon, je vais pouvoir passer. Oui, Très bien. On va passer la parole donc cette fois-ci au représentant du ministère de la Défense. Et je dirais votre intervention va s'inscrire dans le discours qu'avait tenu notamment M. Montebourg tout récemment. Où apparemment, il allait se passer des choses dans les administrations, donc on vous écoute. Alors sur l'ensemble de ces sujets, je suis aussi très content d'être là parce que ce que nous, on essaie de défendre et de mettre en place au ministère de la Défense, j'ai retrouvé beaucoup de choses et pas uniquement le service militaire et le maillon plus ou moins fort ou plus ou moins faible de la chaîne, mais on est vraiment dans cette démarche et ce depuis 2008, puisque 2007 et 2008, le Code des marchés publics qui, nous, est notre guide en matière d'achat et qui régule nos relations avec nos fournisseurs. La première apparition des objectifs du développement durable, c'est 2006. Alors bien entendu, on s'est inscrit au ministère de la Défense très vite, donc en 2007 et en 2008, dans la mise en œuvre d'une politique d'achat responsable coordonnée au niveau du ministère. Alors ça ne veut pas dire qu'avant 2007, on ne faisait rien. Simplement, on n'avait pas coordonné l'ensemble de ces actions et de ce fait, elle n'apparaissait pas visiblement. Alors elle apparaissait sûrement avec nos fournisseurs qui ont l'habitude de travailler avec nous depuis plusieurs années, mais ce n'était pas évident pour le grand public et c'était sûrement quelque chose qui n'était pas suffisamment connu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, bien entendu, on a des obligations qui nous sont données par la loi pour rentrer dans ces démarches, mais j'allais dire qu'on va... Au niveau du ministère, on a souhaité aller au-delà. Pourquoi aller au-delà? Parce que ce n'est pas uniquement le respect de la norme, c'est aussi une volonté d'exemplarité. On a parlé de la loi LME tout à l'heure, on a parlé des lois de régulation de l'économie qui encadrent et qui demandent aux entreprises, notamment avec des obligations de transparence, avec des obligations de reporting non financier, de s'engager dans des démarches RSE. À tout le moins, on ne peut pas faire moins que nous aussi suivre et voire même anticiper ce mouvement. Ce serait bien un donc comble. Vous êtes en train de nous dire que l'offre la plus économiquement avantageuse, c'est pas forcément que le prix. Exactement, j'allais y arriver. Hein. C'était exactement cette démarche-là, parce que cette exemplarité, c'est pas uniquement une exemplarité qui est recherchée dans l'absolu, c'est quelque chose de très concret, parce qu'on est convaincu que c'est un levier de la performance. C'est un levier de la performance et on analyse le sujet des achats responsables de façon très pragmatique au niveau du ministère de la Défense. Et concrètement, ce qu'on demande à l'ensemble de notre réseau d'acheteurs, c'est qu'à chaque fois qu'ils remettent sur l'ouvrage un nouveau cahier des charges pour lancer un nouvel appel d'offres, à chaque fois, on leur demande de gravir une étape sur un des domaines du développement durable qu'on a parlé tout à l'heure, sur les aspects économiques. On parlait des délais de paiement, par exemple, c'est un sujet très important, notamment vis-à-vis des PME. On parlait des critères environnementaux et des labels, mais aussi des aspects sociaux, comme les clauses sociales d'insertion, et faire en sorte que le secteur du handicap, que le secteur des personnes éloignées de l'emploi trouve, au travers de nos appels d'offres, des moyens aussi de développer ce lien social. Et donc l'objectif de nos acheteurs, c'est marché après marché, appel d'offres après appel d'offres, d'aller gravir une marche et d'aller s'améliorer pour intégrer, à chaque fois que c'est possible, un élément complémentaire. Et ceci, bien entendu, ça ne vient pas au détriment de la performance économique. C'est souvent ce qu'on entend, c'est souvent le cliché qu'on entend partout. Mais en fait, pour nous, c'est véritablement un levier de la professionnalisation de nos acheteurs, parce que ça nous amène à rebattre à chaque fois les cartes et à réfléchir l'ensemble des sujets sous un angle de plus de développement durable. Alors, est-ce que vous êtes prêt aussi à aller revoir le cahier des charges? Moi, pour en avoir été victime, trop souvent, on nous annonce les variantes sont interdites. Et quel dommage! Nous, imprimeurs, on innove en permanence, on a plein de solutions pour vraiment améliorer le cahier des charges et a priori satisfaire le commanditaire. Et on dit, bah non, les variantes sont interdites, ça dépend, ça dépasse, ça rentre pas dans la case.
Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui par rapport à ça? Alors, c'est vrai, les variantes, c'est une disposition qui est ouverte par le Code des marchés publics depuis de nombreuses années, qui est très peu utilisée par les acheteurs publics d'une façon générale. Très souvent, pour de bonnes raisons, aussi de mauvaises, vous allez me dire. C'est pas du boulot en plus pour nous? Non, c'est aussi... Oui, mais c'est aussi la volonté de juger avec équité, la plus grande équité possible, l'ensemble des offres. Et quand vous ouvrez des variantes, vous faites varier deux paramètres, le paramètre qualité et le paramètre prix, et peut-être souvent aussi le paramètre délai. Et donc vous rentrez dans un dispositif qui commence à devenir complexe, parce que comment juger d'une offre qui n'est pas standardisée et parfois pas standardisable et parfois complètement innovante. Bon, ceci étant dit, ça c'était pour passer sur les craintes, mais c'est des éléments qu'on intègre. Et là aussi, on a une démarche complètement pragmatique. On ne dit pas à nos acheteurs du ministère de la Défense, sur l'ensemble de nos segments d'achat, sur les 3,5 milliards qui correspondent à notre portefeuille d'achat annuel sur les achats hors armement, bien entendu, on ne leur dit pas à chaque fois que vous ouvrez un cahier des charges, vous mettez une variante. On essaie de faire plus intelligemment, c'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, et on essaie de réfléchir ça catégorie d'achat par catégorie d'achat, parce que de toute façon, pour qu'une opération économique soit rentable des deux côtés, il faut que deux maturités se rencontrent. D'abord la maturité de l'acheteur, qui a l'ouverture et le professionnalisme suffisant pour proposer une variante et être en mesure de la juger, mais il faut aussi que ça rencontre une offre qui a compris aussi ce besoin-là et qui est en mesure de se mettre à ce nouveau niveau d'exigence. Donc c'est une vraie question, mais on n'y apporte pas de réponse dogmatique, parce que ça n'aurait pas de sens, et on préfère travailler au plus près du terrain, catégorie d'achat par catégorie d'achat, secteur d'activité par secteur d'activité. Bien souvent aussi, on a du mal à définir un cahier des charges, en tout cas les cahiers des charges qui sont définis dans les appels d'offres sont souvent perfectibles. Est-ce qu'il n'y a pas un levier aussi à faire bouger pour qu'on puisse en amont rencontrer les différents protagonistes qui ont rédigé l'appel d'offres pour pouvoir effectivement avoir un cahier des charges qui soit réellement, qui tienne la route, quoi? Ouais, tout à fait. Le cahier des charges, l'ennemi du cahier des charges, c'est le copier-coller. Et on sait que ça arrive encore trop souvent. Et la seule façon de résoudre cette question-là, c'est de devenir un professionnel du secteur. Et pas un professionnel du secteur, mais un professionnel du service acheté, de la fourniture achetée. Et donc, on demande aujourd'hui à nos acheteurs d'aller beaucoup plus vers les fournisseurs, vers les organisations professionnelles. C'est aussi un petit peu le sens de ma présence aujourd'hui parmi vous. Merci pour l'invitation. Et pour les accompagner, parce que les acheteurs publics, ce sont des gens de très bonne volonté, mais qui souvent ont un peu des craintes qu'il faut lever, parce qu'ils ont peur de se retrouver dans des situations auxquelles ils sont pas habitués. Alors on a créé pour eux un petit code, c'est les principes de la déontologie de l'achat public au sein du ministère, qui a été diffusé à l'ensemble de notre réseau d'acheteurs, qui regroupe à peu près 3000 personnes aujourd'hui, où on éclaire et on balise le terrain pour que nos acheteurs, en sécurité, puissent rencontrer, participer à des expositions de ce type et aller au contact des fournisseurs. Et on pense que c'est cette professionnalisation, cette spécialisation qui permettra d'enrichir à terme nos cahiers des charges. Nous sommes d'accord. Alors Dominique, donc tu es avec nous aujourd'hui pour représenter donc les annonceurs. Oui. Je voulais savoir effectivement aujourd'hui par rapport à tout ce contexte législatif, développement durable, RSE, quels sont les changements de pratique chez eux? Bon, tout d'abord, merci de nous accueillir. Oui, je veux bien faire l'exercice de représenter les annonceurs, mais dans, je dirais, l'Observatoire Comédia que je ne représente ni les annonceurs, ni les acteurs de la filière. Je suis au milieu donc d'un écosystème où il y a en effet des donneurs d'ordre, acheteurs, pas seulement, des marketeurs, bien sûr des achats, mais aussi des financiers, mais aussi des directions générales. Et il y a des acteurs de la filière qui eux-mêmes embrassent l'ensemble des métiers. Donc je préfère être dans cette posture-là pour plein de raisons, mais je vais les expliquer. Je prendrai le jeu, malgré tout, d'être le reflet d'un acheteur. Pour autant, je crois qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses au cours de ces dernières années. Et la charte de la médiation interentreprise que tu citais, Dominique, que vous rappeliez vous-même,
montre très clairement qu'aujourd'hui, 400 entreprises, de grandes entreprises, eux-mêmes, aujourd'hui, ont signé la charte de la médiation interentreprise. Cette charte précise très clairement un certain nombre d'engagements. La RSE n'y est pas absente, loin s'en faut. La LME non plus. Donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où, dans un premier temps, les grands donneurs d'ordre ont pris conscience que l'on devait intégrer une démarche, je dirais, de pérennité, de loyauté et d'équité dans la relation entre les donneurs d'ordre prestataires. Je crois qu'il ne faut pas fustiger donc cette relation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et nous sommes bien placés pour en parler, et j'ai le plaisir de travailler avec Jean Bouvreau, donc du ministère de la Défense, entre autres, et la CDAF également, qui représente les acheteurs, c'est quand même 2000 acheteurs en France, pour dire on doit encore aller plus loin. Ça montre bien que ce n'est pas simplement 400 entreprises signataires qui se sont inscrits dans cette dynamique, mais c'est également 2000 acheteurs qui, aujourd'hui, sont regroupés au sein de la CDAF, qui travaillent sur des sujets qui doivent véritablement nous orienter dans une dynamique encore de progrès. Je voudrais vous citer un dernier point, je ne donnerai pas les détails puisque ceux-ci sont encore confidentiels. 5 axes ont été définis qui, je crois, vont aller dans ton sens. Un axe de compétences distinctives. Je crois que la volonté des donneurs d'ordre, c'est d'essayer de bien comprendre quelle est la valeur ajoutée et les éléments déterminants que peuvent apporter un prestataire, une profession. Donc c'est démontrer notre performance, en fait. C'est démontrer la performance. Et ça rentre tout à fait dans ce que vous disiez vous-même. On a besoin aussi de qualifier de façon objective la performance. Donc c'est un premier axe. Il y a un second axe qu'il faut souligner, qui est la visibilité. Je crois qu'il faut aussi rappeler, dans un environnement économique qui est celui que nous vivons, la difficulté de la profession et de la filière, elle est principalement également la notion de visibilité. Quel est le plan de charge qui est le mien ? Nous avons, et je crois qu'on est tous contraints à ce même sujet, des cahiers des charges, des plans d'activité qui ont baissé, une visibilité qui a baissé, et je crois qu'il y a une relation également pour se mettre dans une dynamique durable, de donner de la visibilité aux prestataires. Alors quand tu dis visibilité, on est bien d'accord, c'est avoir des engagements de long terme sous forme de contrat. Alors, attention, ne mélangeons pas tout. Je crois que visibilité, c'est d'être capable de dire, on est capable de vous donner ne croyons plus qu'aujourd'hui on va avoir des contrats sur 10 ans. C'est terminé, le monde a changé. Ça on le sait bien. Moi, vous savez, les annonceurs aujourd'hui, ils nous le disent tous, les directeurs marketing, les plans annuels, ça n'existe plus. Alors, ne voulons pas chercher à avoir des plans à 3 ans ou des contrats à 3 ans, alors que les marketeurs eux-mêmes mettent des plans, je dirais, annuels qui sont révisés tous les mois. Donc, je pense qu'il faut... on est aussi des industriels qui investissent des énormes sommes avec des plans de rentabilité sur 6 ans. C'est la difficulté de l'équation. C'est bien pour ça que la notion de la visibilité est déjà un premier pas. Mais ne cherchons pas à aller à contre-temps de la dynamique économique dans laquelle on s'inscrit. Les donneurs d'ordre sont en face donc, de faire des actions donc, parfois très versatiles, mais qui est liée également au business. C'est lié également à leurs consommateurs. Il suffit de regarder la consommation. On ne fait pas de la communication pour s'amuser. On fait de la communication pour être un levier de business. Donc, il est bien aussi nécessaire d'adapter ces moyens de communication. Donc, oui à la visibilité, de là partir sur des contrats, je pense qu'il faut quand même rester en ligne avec ce qu'est le marché d'aujourd'hui. Troisième point que je souhaitais souligner, et là vous l'avez souligné, c'est la notion de transparence et de respect des procédures. Je crois que là aussi, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, les grandes entreprises, qui sont les principales grands donneurs d'ordre, ont des règles, ont des process, et il faut savoir les respecter. Et c'est la moindre des choses, au même titre que ces grandes entreprises doivent être en mesure de respecter également la capacité et la fiabilité des prestataires. Je crois qu'il y a un engagement réciproque. Mais c'est une dimension que je souhaite également souligner. Un point sur lequel il faut revenir, qui est l'innovation. Parce que là encore, la notion d'innovation, on en parle beaucoup aujourd'hui. J'estime pour ma part que c'est un petit peu galvaudé, même si nous sommes les premiers à avoir mis en place une plateforme d'innovation au sein de l'Observatoire. Mais pour autant, l'innovation, il faut aussi qu'elle montre le caractère, là aussi, discriminant de la part du prestataire, mais que celui-ci également soit garant qu'on ne le pille pas. Parce que c'est toute la problématique de l'innovation. Qu'est-ce qu'on en fait? Au profit de quoi? Et vous savez que dans certains secteurs, la crainte par rapport à l'innovation, c'est de transmettre un savoir qui risque d'être pillé par un grand annonceur. Je fais une parenthèse pour rappeler un peu la dichotomie de ce marché quand même. Je rappelle, on est un marché global de la communication qui est 34 milliards d'euros. Ce marché, aujourd'hui, il est composé de 46 000 entreprises.
de la filière. Et il y a 600 annonceurs en France qui consolident à eux seuls 90% de cette dépense. Donc attention, quand je vous parle, donc, lorsque je vous parle de 400 signataires, lorsque je vous parle de 2000 acheteurs, inutile de vous dire qu'il y a une couverture de prise de conscience qui est assez importante pour infiltrer ce marché. Donc la notion d'innovation est un point important. Et puis, il y a une dernière dimension qui est forcément une dimension économique, c'est la dépendance économique. C'est la grande difficulté. C'est la grande difficulté. On est un marché qui est aujourd'hui structuré principalement de TPE. Quand je vous parle de 46 000 entreprises, il faut savoir que 92% d'entre elles réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Quand on sait qu'aujourd'hui on a 600 annonceurs qui consolident à eux seuls 34 milliards, je vous laisse imaginer l'enjeu de la dépendance économique. Donc, la RSE, c'est tout ça. Mais je crois qu'il faut aussi aller un peu plus loin, et je crois que c'est dans la dynamique économique dans laquelle notre pays se trouve, c'est aussi en mesure de savoir privilégier la production qui est celle réalisée en France, parce que je crois qu'il faut reconnaître, et les annonceurs le reconnaissent de plus en plus, que nous avons un tissu industriel de grande valeur, et de surcroît un tissu industriel de proximité qui ne se délocalise pas, ou peu. Et c'est particulièrement vrai dans la profession des arts graphiques, notamment. Tout le monde a un imprimeur en bas chez lui. Exact, oui, mais c'est une notion importante. Donc, je crois qu'il faut également le retenir. Maintenant, je crois que là où les acheteurs se doivent être particulièrement sensibles, c'est également de se dire, essayons de regarder le juste prix. On n'est pas là, tu parlais, et je sais que tu es sensible à ces sujets, mais c'est la notion du juste prix. Je crois qu'on saura évaluer le juste prix lorsqu'on sera capable d'évaluer le coût complet. Ce fameux TCO, qui permet, en effet, d'avoir une lecture globale, à la fois sur une dimension quantitative et qualitative. Et si les annonceurs procèdent de la sorte, moi je suis convaincu que la production restera en France. Voilà, moi c'est ce que je veux dire. Et s'il y avait un message à faire passer à cette population d'acheteurs, c'est dire, regardez le coût complet, et avec toutes les valeurs de la RSE et du développement durable, hein, on n'oublie pas, hein, je ne l'oublie pas. Voilà moi ma vision. Donc la posture des annonceurs, je crois, est dans une dynamique de progrès, comme la filière. Cette dynamique, il faut qu'on ait un langage positif. On n'est pas là pour mettre dans une dimension de l'un contre l'autre, mais de l'un avec l'autre. On parle de co-conception, arrêtons d'opposer, de clivage, qui est d'un côté les donneurs d'ordre, de l'autre côté les prestataires. Aujourd'hui, nous saurons recréer de la valeur dans cette filière, si en effet, les uns et les autres, on se met autour d'une table, comme nous le faisons régulièrement, hein, pour véritablement trouver des sources de développement et de progrès. Voilà, moi c'est ma vision. Très bien. Eh ben, ravi d'avoir entendu ce discours. Et effectivement, moi j'ai un petit message à faire passer aux imprimeurs, c'est comment vous pouvez vous positionner pour être partie prenante de la relation avec vos différents interlocuteurs. Et le vrai succès aujourd'hui, ça consiste à pouvoir réunir autour d'une même table, et Dieu sait si c'est compliqué à faire, les gens qui vont définir l'ensemble du cahier des charges. Mais quand je dis les gens, c'est les gens du marketing, c'est des achats, c'est des gens, des utilisateurs de produits finaux, des gens de la communication, des personnes également des services financiers, où ensemble on définit un cahier des charges qui effectivement est pour le coup très complet, où l'imprimeur peut s'exprimer et distiller ses plus belles innovations. Et en l'occurrence, puisqu'il a su faire ça, il y a un cahier des charges qui forcément est tellement optimisé qu'en général il finit par gagner, avoir une relation durable avec son prestataire parce qu'il est devenu un fournisseur stratégique entre guillemets, quoi. Il participe à la réflexion et il a su se positionner. Donc encore une fois, il y a aussi une attitude à avoir. L'imprimeur aujourd'hui trop souvent est considéré comme un sous-traitant, alors qu'à mon sens c'est un acteur à part entière. Il doit participer au cahier des charges et apporter des vraies solutions. Donc attention à qui porte le discours et l'attitude à avoir. Je me permets de réagir. Bien sûr, non, je peux pas partager ton point de vue. Je peux pas partager ton point de vue parce que ces choses se font. Ces choses se font. Hein. Je crois que ici il y a certains qui participent à ces travaux-là. On sait réunir aujourd'hui une agence, une plateforme de production, un imprimeur, un papetier, un routeur, un logisticien pour évoquer ces sujets avec des annonceurs qui soient à la fois des marketeurs ou des acheteurs. Ça s'opère. Parce que trop rarement, Dominique. Mais trop rarement. Lorsque vous avez 2000 acheteurs qui est représenté par son délégué général, qui porte les valeurs de ces acheteurs, vous avez des responsables marketing qui sont présents, et vous avez des représentants de la filière, qui est la chaîne de la valeur de sa filière, qui se représente, ça se fait, et ça se fait régulièrement. Ce sont des réunions permanentes.
Et chacun porte. Regarde le cas des agences. Qui est présent? C'est les représentants de la ACC. C'est bien les agences, c'est bien les responsables qui représentent donc l'ensemble des agences de communication. Je crois qu'on est dans une chaîne de la valeur. Alors, ce qui est très On bien, parlait de c'est- maillons tout à l'heure. On est une chaîne de la valeur. On n'a pas le droit d'avoir des maillons faibles, tu l'as rappelé, Dominique. Et je crois qu'il faut qu'on le tienne. Il faut qu'on tienne bien compte de ce qu'a dit Dominique, est un élément extrêmement important. Alors, merci effectivement de rappeler que dans les grandes directions générales, direction des achats, etc., oui, il y a des vraies politiques qui sont énoncées. La charte de la relation, de la médiation interentreprise est là. Notre ministre Amand Montebourg a rappelé qu'effectivement les acheteurs devaient être des acheteurs patriotiques, qui ne devaient pas surappliquer les normes européennes, qui devaient simplifier les procédures, que les règles devaient évoluer, que les acheteurs ne devaient pas s'abriter derrière des textes, qui devaient discuter avec les fournisseurs, mettre une part d'audace dans les achats, tourner la page de la frilosité, faire confiance, prendre des risques, et que chaque acheteur, notamment public, devienne un soldat du Made in France. Donc effectivement, tout ça, ça s'inscrit dans des choses, mais vraiment sur le terrain, on a besoin effectivement d'avoir que le bon sens soit présent tout simplement. Et il y a encore trop d'appels d'offres qui circulent avec l'offre la plus économiquement avantageuse, c'est le prix et uniquement le prix bas, c'est les variantes qui sont interdites, c'est les valeurs, les certifications qui aujourd'hui sont considérées comme étant discriminantes et donc pas forcément valorisées à leur juste titre. Donc tout ça, c'est notre quotidien. Mais encore une fois, ça va vraiment dans le bon sens. Il y a des choses qui sont faites, il y a des discours qui commencent à descendre. Quand la CEDAF, il y a 2 ans, a présenté le trophée des achats, des discours avec oui, les acheteurs, on a des responsabilités sur développer la filière, on est responsable, comme tu disais, de pouvoir soutenir l'ensemble de la filière de par nos actions. Oui, vraiment, moi j'étais ravi, quoi. J'en rêvais, ils l'ont dit, ils le font chaque jour un petit peu plus. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Je vous laisse une dernière remarque à chacun de vous trois. J'aurais une remarque, et ça sera ma dernière remarque, donc je ne reviendrai pas à la table de la conclusion. Dans le domaine public, au même titre que nous avons un médiateur de la relation inter-entreprise qui est Pierre Pellouzet, il y a son alter ego qui est Jean-Loup Blachier, qui s'occupe de la relation de l'univers public avec les TPE, PME et ETI. Moi, je tiens à dire, pour avoir rencontré pas plus tard que lundi donc Jean-Loup Blachier, lui-même souhaite s'engager pour mettre en place, en effet également, des groupes de travail sur à la fois la simplification des codes des marchés publics, petit a, l'accès du code des marchés publics aux TPE, PME pour qu'on puisse en effet l'accélérer et privilégier une approche pour peu que la performance économique soit au rendez-vous des prestataires France. Voilà. Je tiens quand même à le rappeler, c'est quand même un élément tout à fait essentiel. Et tout à fait, sur ce point-là, moi je tiens à préciser aussi qu'en l'état actuel du droit, parce que la vie économique continue en attendant ces réformes annoncées, des acteurs se mobilisent et moi j'aime bien cette idée de la chaîne de valeur sur laquelle on est depuis tout à l'heure et on voit bien que l'objectif c'est de rajouter des maillons pour que cette chaîne de valeur s'agrandisse. Et à notre niveau, au niveau du ministère de la Défense, on essaie de prendre en compte cet élément-là et d'apporter notre pierre à cet édifice. Et là, je veux faire un petit peu la promotion du pacte défense PME. Donc, c'est 40 mesures qui viennent d'être prises ce printemps par le ministre de la Défense. Ce pacte PME est public. Vous pouvez le télécharger sur le site du ministère. Et je vais simplement vous donner les 3 premières, donc 40 décisions, mais les 3 premières actions principales du pacte PME, parce qu'elles sont en parfaite adéquation avec tout ce qui vient d'être dit ici. D'abord, c'est la prise en compte obligatoire de la dimension PME dans toutes les stratégies d'achat du ministère. C'est des choses qu'on faisait déjà, mais je vous redis le premier terme du pacte PME, c'est rendre obligatoire. Aujourd'hui, ce sera complètement systématisé au niveau du ministère. Alors ça mettra du temps à se mettre en place, mais il n'y aura plus une seule stratégie d'achat ministérielle qui sortira sans une prise en compte complète du sujet PME. Ensuite, de façon très opérationnelle, là aussi, attribuer en priorité les marchés de moins de 15 000 €, c'est le seuil de publicité pour les techniciens, on parle de MAPA, aux PME et aux TPE. Sous réserve qu'elles constituent localement un tissu compétitif, enfin qui est des TPE là où le besoin se situe. Mais cet engagement, il est fort. Et encore, le troisième, et je m'arrêterai là, valoriser les approches innovantes dans les achats courants pour atteindre un volume de 2% de la commande publique effectuée par les PME et les ETI innovantes à l'horizon 2020. Donc nous,
3,5 milliards d'euros d'achats courants, fois 2%. Donc ça fait 70 millions d'euros annuels réservés aux PME et aux ETI innovantes. Voilà, je pense, le type de maillon à raccrocher à cette chaîne pour que le développement durable et les achats responsables progressent pour le bien de tous. Merci. Dominique? C'est difficile d'avoir le dernier mot. Moi, je dirais que de progrès en quelques années et je dirais surtout en quelques mois. Nous, on a signé la charte de la relation interentreprise il y a maintenant 2 ans. Depuis, que de progrès. On est 2 ans en novembre, ouais. Que de progrès parce qu'aujourd'hui, on est tous autour d'une table. On est autour d'une table avec le CEDAF, on est autour d'une table avec des donneurs d'ordre, on est autour d'une table avec une filière de la communication. Et je dirais, on est tous dans la même préoccupation qui est une vraie implication sociétale de notre activité. Et c'est ça qui est important parce que c'est vraiment, je dirais, à la fois un progrès considérable qui s'est réalisé en peu de temps et des perspectives par rapport à la filière, par rapport à l'entreprise en France, par rapport aux PME, etc., qui sont essentielles et qui sont très très importantes. Merci. Eh bien, merci à vous trois. Je pense que les témoignages nous ont permis de nous démontrer que les bonnes pratiques s'étendent un peu plus chaque jour. Et donc, impression durable et achat responsable, marier passion et raison, finalement, oui, c'est possible, à la condition que la responsabilité sociale des entreprises soit de tout mettre en œuvre au service d'une économie intelligente et au service d'un écosystème créateur d'emplois dans les territoires. Nous en avons terminé. Merci à vous, messieurs. Et puis, à très bientôt, peut-être dans 2 ans, pour faire le point sur le Graphitech 2015, pour voir si nos pratiques ont réellement apporté de la valeur ajoutée pour l'ensemble de la filière.